Le comportement des gens envers les femmes déduit le comportement de leur papa. Moi, ça, je suis catégorique là-dessus parce que je l'ai vu. Ça. Comment garder ce lien? Comment vous avez réussi, vous, à garder ce lien avec vos enfants? Le lien, c'est la communication. Je pense qu'il n'y a pas d'autre lien, même que ce soit en présentiel qu'en distance, c'est la communication. Je dis, il ne faut pas comprendre l'éducation et puis la gestion des enfants. Non, il faut faire la part des choses. L'éducation, c'est comment vous l'amenez à évoluer. La gestion de la maison, ce n'est pas l'enfant qui décide. Qu'est-ce que la paternité t'a appris? Ça c'est une question. La patience, vraiment, ouais, terrible quoi. Voilà, apporter les couches, et en plus j'ai travaillé beaucoup. Il fallait la déposer à la garderie, la reprendre jusqu'à l'école, à la maternelle, le matin, dresser ses cheveux, la déposer. J'étais le seul papa qui partait la déposer à l'école, avec que les femmes à la maternelle, aller la chercher à 5 heures. Et comment tu vivais ces moments? Aller dans les familles. C'est l'enfant qui décide à quelle heure il mange. Peu de parents mangent les enfants. Moi, ça m'est arrivé, ça a chanté corriger ça. Il y a longtemps, je dis, mais l'égoïsme vient de là, où on sait les enfants, chacun individuellement. Avant, on mangeait ensemble. Bienvenue dans Ma vie de papa, le podcast où chaque histoire de père compte. Je suis Jean-Marc Ouattara, le papa derrière Ma vie de papa. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Lebel Ngouran. Bienvenue, oui. Monsieur. Merci. Je peux vous tutoyer? Oui, on peut se tutoyer. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous propose de vous rapprocher un peu du micro. Juste un peu comme voilà, ça c'est bon. Si vous devez vous présenter pour les personnes qui vous suivent pour la première fois. Je dirais que Lebel Ngouran est un communicant, publicitaire à la base. Ensuite, on va dire un écrivain. Et puis, accessoirement, un enseignant dans les universités. Ok. Et au sein de ce podcast, on a une certaine manière de se présenter, vu qu'on est dans un podcast de Ma vie de papa. Okay. Donc, si vous devez vous présenter en tant que père. Je dirais que moi, je suis père de 2 enfants. Père, première fois à 25 ans, deuxième fois à 35 ans. Donc, j'ai 2 enfants qui ont 10 ans d'écart. Voilà, un garçon de 23 ans et une fille de 11 ans. Ok. Bienvenue encore dans ce podcast. Comme je vous expliquais déjà, le process est simple. Vous avez 4 cartes en face de vous. Okay. Derrière chaque carte, il y a une devinette. Et derrière chaque devinette, la question. Donc, on peut démarrer. Donc, je prends au hasard? Oui. Ok. On va commencer par là. Je traverse les frontières, les fuseaux horaires et les années. Je ne suis pas toujours visible, mais je me nourris de mots, d'attention, de présence autrement. Qui suis-je? Je veux dire l'amour? Non. Pas l'amour, je vous laisse relire pour mieux comprendre. Je traverse les frontières, les fuseaux horaires, les années. Je ne suis pas toujours visible, mais je me nourris de mots, d'attention, de présence autrement. Qui suis-je? Wow. Alors, je donne ma langue au chat. Je suis pas du tout bon en devinette. Ok, la réponse c'est le lien à distance. Le lien à distance. Vous arrivez à voir un peu le lien? Oui. Le lien à distance. Vous avez senti ça à un moment donné avec vos enfants? Oui, il y a toujours le lien parce que moi j'ai un enfant qui est là depuis 2 ans qui est en Turquie. Après j'ai toujours pas été là, j'ai voyagé pas mal, donc mes enfants, ça a toujours été le lien à distance, beaucoup de liens à distance. Ok, et qu'est-ce que cela vous a appris? Le fait que vous arrivez à on va dire, c'est faire une éducation d'un enfant qui est assez loin de vous. Comment vous vivez ça? Je me dis que c'est pas toujours évident, hein. C'est pas évident parce que moi, ça m'est arrivé très tôt. Mon fils, moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire quand il avait 3 ans. Donc, c'est pas évident de pouvoir suivre sa progression et sa vie. Donc, du coup, c'est beaucoup de téléphones. Okay. C'est des vues, je vais dire, rapides quand je passais en Côte d'Ivoire. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Mais à part aussi, je vais dire, comment dirais-je, quelque chose d'assez spécial. Parce que quand vous vous rencontrez pour 1 jour ou 2 jours, il y a beaucoup plus d'affection, il y a beaucoup plus de présence. Et puis après aussi, ça permet aussi de pouvoir suivre l'enfant d'un autre œil. Parce que quand on n'est pas à côté,
on a beaucoup de recul, en fait. Donc, sur beaucoup de choses, ça donne du recul. Quoique, je trouve que c'est toujours mieux d'être à côté, mais à la distance, ça ouvre des perspectives, en fait. Et pour les papas qui, en ce moment, sont à distance, vu le travail ou les difficultés de la vie, qui sont un peu éloignés de leurs enfants ou de leur famille, comment garder ce lien? Comment vous avez réussi, vous, à garder ce lien avec vos enfants? Le lien, c'est la communication. Je pense qu'il y a pas d'autre lien, même que ce soit en présentiel qu'en distance. C'est la communication qui permet. Il faut pouvoir échanger les enfants, savoir qu'est-ce qu'ils font de leur journée, quels sont les moments de vie qu'ils traversent, et puis surtout arriver à créer cette confiance qui favorise les échanges. Parce que s'il n'y a pas d'échange avec un enfant, même s'il est présent, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Donc moi, c'est ça le truc, quoi. Pouvoir garder la capacité d'échanger et puis créer un climat de confiance qui permette à l'enfant de pouvoir dire ce qu'il vous dirait s'il était là physiquement. Et c'était simplement ma technique. Et après, personnellement, est-ce que vous avez vécu des moments assez douloureux? Ben oui, ben forcément. Moi, je me rappelle un jour, je crois, mon fils qui se casse le bras. Donc, sa mère ne lui dit pas, bon, moi, je suis hors de la Côte d'Ivoire. Donc, puis un jour, il me dit, il a cassé, il a le bras qui est cassé. Bon, moi, je suis choqué parce que, bon, une semaine après, parce qu'il avait peur de me dire, et quand c'est comme ça, même quand on est loin, bon, on est un peu énervé, voilà. Mais après, je comprends. Mais c'était qu'un bras cassé. Mais pour moi, c'était, voilà, c'était la mer à boire, quoi. J'étais même prêt à prendre un billet d'avion pour venir voir. Pourtant, c'était juste un bras cassé. Donc, c'est des choses qu'on traverse parce que, bon, après, c'est affectif en tant que parent. Donc, même quand on apprend que l'enfant est malade, bon, voilà, on n'est pas, voilà, on peut pas rester serein, quoi. Ouais. On va aller à la deuxième question. Je commence dans les bras, je continue dans le mot et je grandis dans la confiance. Parfois guide, parfois témoin, je suis un rôle en mouvement. Qui suis-je? Bon, c'est des devinette, hein? Ouais. C'est pas facile, hein? On va dire quoi? Un enfant? On relit le... Je commence dans les bras, je continue dans le mot et j'ai grandi dans la confiance. Parfois guide, toujours témoin, je suis un rôle en mouvement. Qui suis-je? C'est le rôle de père. Le rôle de père. Le rôle de père. Ok. Et aujourd'hui, si vous devez, on va dire, définir le rôle qu'un père a au sein d'une famille. Un père, je vais dire, c'est quelqu'un qui est présent, qui accompagne, qui protège, qui donne la ligne directrice dans l'éducation et puis qui est toujours là en soutien. Voilà, c'est vraiment un soutien, je vais dire, infaillible. Ok. Et la question qui me vient en tête, c'est, je constate que on peut dire c'est deux générations d'enfants que vous avez vu qu'il y a 10 ans d'écart. C'est des profils assez différents. Oui, c'est très différent. Et comment vous arrivez à gérer ces deux types de profils? Bon, c'est différent parce que mon fils, bon, déjà, il est sportif. Okay. Il est universitaire, il est sportif. Il est indépendant. Ma fille, bon, c'est quoi, élève en 5e. Donc, bon, voilà, c'est quand même, c'est deux personnalités différentes. Elle est sportive, l'autre est plus artistique, elle dessine plus. Et je pense que bon, la chance que peut-être que j'ai, c'est que les deux ont hérité un peu de mes caractéristiques. Moi, je suis un peu sportif, je fais du basket. Bon, mon fils, il fait ses pareils. Ma fille, bon, elle est dans le dessin. Moi, j'étais publicitaire, très artistique. Donc, ça va. Après, le plus compliqué pour moi, c'est plutôt, en fait, le fait qu'il y ait un garçon, une fille, c'est pas pareil. Parce que j'ai dit aux gens, éduquer un enfant, garçon, bon, quand on est un homme, bon, il y a des choses qui sont évidentes. Bon, éduquer une fille, c'est pas pareil. Alors là, c'est pas du tout pareil. Quelle est la différence? La différence, c'est déjà sur beaucoup de choses. Bon, déjà, on va dire quoi, sur la morphologie. Une fille qui grandit, après, elle va avoir ses menstruations. C'est autre chose. C'est toute une psychologie qu'il faut avoir. C'est différent. Et là, la question qui me vient en tête, c'est, est-ce que vous avez eu à faire des recherches à savoir lorsqu'une fille a des menstruations, comment ça se passe? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, il y a déjà la base, bon, ce qu'on sait, mais après, on est obligé de s'informer,
suivre, de tenir Est-ce que compte c'est de important ça. pour un papa qui a un enfant, qui a une fille, Oui, d'avoir oui, cette oui. Non, formation? mais hey, c'est important. Moi, je dirais même c'est cardinal parce que ça change beaucoup de choses. Voilà, vous devez sortir à la piscine. Il y a des facteurs que vous tenez compte. Bon, en Ok. tant qu'homme, il y a des facteurs sur lesquels, bon, on tient pas Ouais. compte parce que, bon, on va dire qu'on est tous opérationnels. Et puis aussi, sur beaucoup d'autres aspects, la façon de parler, la façon de manger, il y a beaucoup de choses qui sont culturelles, mais qui sont aussi, comment dirais-je, je vais dire sociétales. Vous avez un enfant de 14 ans qui sort, qui va faire du basket, vous n'avez pas de crainte. Vous dites, Ouais. bon, il va jouer, il revient. Vous avez une fille de 14 ans qui sort, qui fait du basket, si elle met une heure de retard, vous êtes inquiet. Ouais. Vous comprenez un peu? Donc, la psychologie, ça dérange. Et des fois, moi, ça m'est arrivé, des fois, mon fils me dit, mais pourquoi est-ce que ma soeur fait ça? Et je dis rien. Et moi, je dis, mais on n'est pas la même priorité. Voilà, toi, t'es un gars, un mec à 16 ans, tu sors, bon, moi, je suis pas inquiet. Mais si ma fille sort de 16 ans sort, et qu'elle rentre pas à 18h, 20h, mais je serais inquiet, parce que je vais imaginer beaucoup de choses. Donc, j'ai dit, ça Donc, change. en vous entendant, c'est un peu pour les papas qui nous écoutent, c'est-à-dire l'éducation d'une fille, il faut même plus d'accent que l'éducation d'un garçon. Non, je pense que c'est pareil, mais il faut voir que c'est pas les mêmes contraintes et c'est pas les mêmes, je vais dire, entre guillemets, c'est pas le même danger, hein, la Ok. façon de parler. Voilà, un fils qui a 14 ans, 16 ans, on a plus peur de la drogue, on a plus peur des choses un peu plus compliquées, des voitures, des choses, voilà, qu'on ne maîtrise pas. Et une fille, on a d'autres craintes parce que la société envoie beaucoup de signaux qui sont négatifs, mais ce n'a pas la même réception. Est-ce que dire, un garçon de 14 ans, 15 ans, il peut être omnibulé par les jeux vidéo, une fille peut être omnibulée par autre chose. Et puis après, ça dépend aussi du contexte. Okay. C'est pourquoi j'ai dit le contexte va déterminer si l'enfant est dans un milieu, je vais dire, où il y a beaucoup de choses qui peuvent l'influencer, il faut s'adapter. Mais moi, je pense, et ça, ma mère me l'a dit un jour, et ça, je suis d'accord avec elle, elle dit, on ne dit pas un garçon comme on dit qu'une fille, quoi. C'est pas possible. Ok. Voilà, vous n'allez pas aller faire donner quoi des bastonnades à votre fille, non. Ça passe pas, c'est pas comme ça, quoi. Un mec, on peut le secouer, on peut être un peu rude, mais avec une fille, on peut pas avoir la même attitude, c'est pas pareil. Ok. Passer pour la troisième question. Donc, j'espère que je vais en trouver une. Je ne suis ni un objet, ni une leçon. Je suis ce que tu laisses derrière toi, dans leur façon d'être, de décider d'aimer. Je suis l'héritage qui ne se voit pas. Qui suis-je? Ah, je vais dire quoi? L'éducation? Ça fait partie de l'éducation, mais c'est pas ça. Je suis ni un objet, ni une leçon. Je suis ce que tu laisses derrière toi, dans leur façon d'être, de décider d'aimer. Je suis l'héritage qui ne se voit pas. Qui suis-je? La personnalité. Les valeurs. Les valeurs. Vous voyez un peu? Oui. Et la question qui me vient en tête, c'est lorsqu'on est absent, vu la distance entre l'enfant et le papa, quelles sont les valeurs qui sont assez importantes qu'il faut transmettre? Moi, je parle un peu sur, par exemple, l'héritage que moi j'ai reçu. On a un dicton chez nous qui dit, et je l'aime bien, qu'on n'éduque pas un enfant, on l'apprend à s'éduquer lui-même. Parce que quand vous éduquez un enfant et qu'il sort de vos repères, il a tendance à remettre en cause ce que vous dites. Mais quand l'enfant lui-même se donne des règles et qu'il sort dans un repère, il les respecte parce que c'est les règles. Donc, les valeurs pour moi, c'est toujours, on va dire quoi, c'est toujours l'honnêteté, ça c'est primordial parce que sans honnêteté, c'est très compliqué. Après, il y a toujours aussi ce que je peux appeler l'intelligence, parce que pour moi, l'intelligence, c'est une valeur. Parce que le gros problème des enfants de maintenant, c'est de pouvoir discerner le faux, le vrai, le bon, le mauvais. Et moi, je l'essaie parce que moi, j'ai quitté mes parents très tôt, à 14 ans, 15 ans, et je l'ai dit, quand vous quittez vos parents à 15 ans, 14 ans, et que vous êtes seul, l'intelligence va vous définir. Parce que vous allez avoir toutes les tentations, beaucoup de choses. C'est à vous de savoir que ça, si je le fais, c'est pas bien pour moi. J'aurai des problèmes si je le fais pas, etc. Voilà. Parce que les tentations, vous allez les avoir. Donc, moi, déjà, l'honnêteté, il y a l'intelligence. Et puis, il y a aussi ce que je peux appeler la dignité. C'est-à-dire, il faut que, quel que soit en soi là, il y a de la dignité. Parce que, pour moi, de mon expérience de vie, beaucoup de gens arrivent à se perdre parce qu'ils n'ont pas de dignité.
Et ça se transmet. Okay. Moi, je dis à quelqu'un, c'est des valeurs qui se transmettent. Voilà. Parce que quand vous savez que vous avez une origine, vous avez des gens qui vous ont fait une confiance, qui vous donnent quelque chose, même des fois, quand vous passez sur l'honnêteté et tout ça, là, vous vous dites non, même si je vais faire ça, que personne ne m'a vu, par dignité, de là d'où je viens, par mon nom, par la présence de mes choses, je le fais pas. Donc moi, je pense que c'est des valeurs qui sont vraiment importantes, quoi. Voilà. L'honnêteté, l'intelligence et puis la dignité. Moi, c'est sur les 3 facteurs que je change souvent. Et la question qui me vient aussi en tête, c'est, est-ce que vous avez un rituel en termes de communication avec les enfants? Je suppose, bon, matin, vu qu'il y a la distance, je dois leur envoyer un message, je dois faire telle ou telle heure. Est-ce qu'il y a un rituel qui est mis en place? Non. Moi, c'est pas des rituels parce que bon, là, j'ai 2 cas. J'ai un qui est à distance. Bon, je peux pas dire que c'est un enfant. Bon, 23 ans. Bon, c'est déjà grand. Hein, une qui est à côté. Mais ce que j'aime, par exemple, moi, j'appelle ça les codes. Il faut rendre le code de communication accessible. C'est-à-dire, il faut permettre à l'enfant de toujours s'exprimer. C'est ça qui bloque, en fait, beaucoup de parents. Bon, imaginez, vous avez un gosse qui est quelque part et qui a besoin d'argent et qui n'arrive pas à vous dire qu'il a besoin d'argent parce que peut-être il y a une semaine, vous lui envoyez de l'argent et qu'il peut pas vous le dire. Mais s'il est vraiment pensé qu'il a fait une bêtise qu'il peut pas vous le dire, il est obligé d'aller faire quelque chose d'autre. Mais il doit pouvoir vous dire, ah, écoute, tu m'as remis de l'argent, c'est vrai. Mais là, j'ai un problème. Il y a ceci, il y a cela. Et ça, pour moi, c'est le plus important. J'ai 2 ans, c'est ce code de communication qui manque à beaucoup de familles. Parce que souvent, les enfants, ils ont peur. Ils se disent, bon. Et comment installer ce code? Si c'est un nouveau papa qui vient de démarrer, comment il installe ce code? Ah, mais ce code-là, c'est dès le départ, hein. C'est dans la confiance, c'est dans la communication. Il faut expliquer. Parce que le problème, les parents, les enfants, c'est toujours quoi? C'est toujours une question de peur. C'est la base, en fait. Oui, j'ai cassé la voiture, j'ai cassé la télé, j'ai fait ceci, j'ai peur. Et j'ai peur, je dis pas. Ou bien, oui, j'ai mangé un truc. Non, j'ai dit aux gens, il faut apprendre. Et là, c'est les parents qui doivent travailler. Okay. Parce que la réaction des enfants vis-à-vis des parents va dépendre des parents. Okay. Quand l'enfant vous dit, écoute, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et que vous restez calme, même si c'est quelque chose de choses, il peut vous le dire. Ouais. Moi, j'ai eu un père, par exemple, qui vous disait, ne jouez pas au salon avec la balle. Et des fois, on partait jouer au salon avec la balle, et puis on cassait des trucs. Et quand il arrivait, il disait, qui a cassé tel verre? Il dit, ah, c'est celui-ci. Il dit, hein, c'est toi qui as cassé le verre. Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, j'ai joué à la balle. Il dit, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Non, ne n'allez pas jouer à la balle. Et puis il dit, ok, vas-y. Puis ça s'arrêtait là. Mais quand il vous disait ça, plus jamais vous ne le faisiez. Bon, il aurait pu nous bastonner comme c'est la mode à l'époque, mais il ne le faisait pas. Et à chaque fois qu'on faisait une erreur, il vous appelait, c'est toi qui as fait ça. Tu dis oui. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, tu m'as pas touché à la moto. C'est tout. Et vous avez ça en vous et ça vous cantonnait. Mais quand les enfants parlent aux parents, et que les parents, des fois, ils ne comprennent pas. Imaginez, une fille va dire à son père, par exemple, écoute, j'ai 16 ans, ah, j'ai des rapports sexuels avec quelqu'un. Mais la réaction va être, waouh, bon, non, mais si vous criez, mais la personne n'a pas confiance. Or, la confiance, ça se crée. Donc, il faut déjà commencer au bas âge à comprendre à l'enfant que il peut tout vous dire. Et quand ça arrive sur une situation, la confiance se crée. Sinon, en fin de compte, l'enfant, il garde pour lui. Et même pire, des fois, il va se confier à l'extérieur. Il prend des conseils qui sont pas du tout bons. Et souvent, on le dit, les parents sont des fois les derniers à être au courant de ce qui arrive à les enfants. Donc, pour ne pas que ça arrive, il faut commencer à la base à instaurer un climat de confiance qui permette à l'enfant de vous parler en tout lieu, en tout temps. Ok. Et la question qui me vient en tête, c'est aujourd'hui, quelle valeur aimeriez-vous que vos enfants gardent en tête, même si vous n'êtes plus là, vous êtes loin d'eux? Bon, moi, tu peux dire, honnêtement, moi, j'aurais aimé être comme mon père. Ouais, parce que je dis souvent aux gens, voilà, hein, je suis plus comme ma mère parce que mon père était plus calme, plus posé, pas polémique. Moi, dans ma profession, ouais, je suis plus polémique, engagé. Mais ce que j'aurais voulu qu'ils gardent, c'est, pour moi, c'est être constant dans, on va dire quoi, être constant dans leur trajectoire, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils disent. Parce que moi, j'apporte beaucoup d'importance. J'ai mon avocat, par exemple, qui me disait un jour, ah, ce que j'aime chez toi, tu es constant sur tes positions. Quand tu dis que quelque chose n'est pas bon, que ce n'est pas bon, tu es constant là-dessus. Et moi, je remarque que de nos jours, les gens, ils n'ont pas de constance, en fait. Ils peuvent vous dire aujourd'hui, la prostitution, c'est pas du tout bon. Ouais, je suis contre. Et puis demain, il va quelqu'un dire, oh oui, bon, ça peut passer parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Okay. Il peut vous dire que oui, l'alcool, ouais, moi, j'aime pas boire au volant.
Et puis demain, bon, mon frère a bu au volant, c'est pas grave. Je dis non, si vous n'avez pas de constance dans une vision, d'une attitude, mais il n'y a pas de valeur, en fait. Ça veut dire, vos valeurs même vont être subjectives. Et dès qu'on rentre dans ce élan de subjectivité, tout devient faux. Et ça, c'est ce que je dis aux gens. Si vous rentrez dans un élan de subjectivité où tout peut être bon ou mauvais selon votre position, s'il n'y a pas de constance, tout devient faux. Moi, j'aimerais qu'il soit constant sur des positions et sur des valeurs. Si on vous dit qu'être honnête, c'est de ne pas voler 1000 francs, 2000, ne vous dites pas qu'en volant 1 milliard, ce n'est pas être, voilà, c'est être honnête. Parce que les gens, ils font la différence, ils disent oui, quand on vole 1000 francs, 1000 francs, c'est un vol. Mais quand on vole 1 milliard, c'est un détournement. Je dis non, ça ne change rien. Ah non, vous volez 1000 francs, vous êtes un voleur. Vous volez 1 milliard, vous êtes un voleur. Peut-être que en volant 1000 francs, on va vous tabasser. En volant 1 milliard, on va vous applaudir. Mais pour moi, j'ai dit, ça ne change pas. Vous êtes un voleur. Et ça, c'est le truc qui est très compliqué à avoir. Et mais moi, je l'ai eu dès le début avec mes parents. Parce que ma mère, si je débarque chez elle, quand on lui dit que ton fils a volé 1 milliard de dollars, je vous jure, même 1 franc ne prendra pas. Elle me dira, tu es un voleur, moi, je te réunis. Et ça, c'est des choses que maintenant, les gens ne font pas. Ils vont dire, ben, il a volé, bon, c'est 1 milliard, bon. 1 milliard. Ouais, on va l'argent voir. Et ça, c'est quelque chose qui agit de façon inconsciente à les enfants. Voilà. Je vois des familles, des fois, on dit, oui, il y a des enfants qui font des choses sur Internet, qui font des bonnes choses. Mais il n'a pas de l'argent. Bon, comme il a de l'argent, ça passe. Mais s'il n'y a pas de critères, moi, j'ai dit, chaque fois, je l'ai dit, à chaque fois, quand vous voulez poser sur les valeurs, là, posez-vous la question. Est-ce que si ma fille le faisait, est-ce que je serais d'accord? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois à propos de quelqu'un, sur la prostitution. Oui, mais c'est prostituée, elle gagne bien sa vie. J'ai dit, j'ai pas de problème avec. Je lui pose la question. Tu accepterais ta fille se prostitue? Il me dit jamais. J'ai dit, mais moi, c'est là le problème. Ce que j'admets pour quelqu'un, il faut que je l'admette aussi pour mes enfants. Il admire, et on fait dire, il admire le comportement des autres, mais parce que c'est pas il veut pas que sa fille soit dans cette situation. Voilà. C'est comme vous dites à quelqu'un, votre fils, ben, tu vois, le jeune homme, il vend de la drogue, il a des voitures. Il dit, mais c'est bien, il a de l'argent. Ton fils fait, non, je ne veux pas. Si tu veux pas que ton fils soit un drogué, pourquoi tu peux accepter que le fils de l'autre soit un drogué? Voilà. Moi, quand je vais souvent à la fac, quand je fais des cours, quand je vois les étudiants, ce que je leur dis, je vous parle comme je parlerai à mon fils. Si tu es mal habillé, je dis, tu es mal habillé. Mais je ne veux pas dire à mon fils, tu es mal habillé. Et puis, je vois quelqu'un qui est mal habillé, je dis, bon, comme c'est pas mon fils, voilà, je ne dis rien. Je dis, il faut avoir de la constance, en fait. Et c'est ce qui manque aux parents, des fois. Même les parents, souvent, je l'ai dit, les enfants observent tout ce qu'on fait. Vous dites à un enfant, soit poli, soit bien éduqué. Vous dites à votre femme, mais quitte-la, dégage. Mais l'enfant, il entend. L'enfant, il observe. Donc, il va intégrer. Et souvent, j'ai dit aux gens, de façon même plus technique, le comportement des gens envers les femmes déduit des comportements de leur papa. Moi, ça, je suis catégorique là-dessus parce que je l'ai vu. Ça, c'est une étude, hein? Non, mais c'est le fait, on observe, on est en Afrique, on voit, je fais pas moi, je vois beaucoup de 20 pays, je vois les gens, et j'ai dit, je vois mon père n'a jamais insulté ma mère, jamais de la vie élevé le ton. Donc là, ça nous pousse à comprendre l'importance d'actions qu'on a en tant que père. Oui. Parce que, vu ce que vous avez dit, c'est comme si l'action d'un papa aujourd'hui peut influencer la manière de voir de son enfant. Oui, mais grandement. En plus, c'est même plus problématique. Ça va influencer le comportement de l'enfant vis-à-vis des femmes. Ça va influencer le comportement des filles vis-à-vis des hommes. Et ça, je l'ai dit. Si vous avez un enfant et que vous montrez que voilà, l'homme c'est la phallocratie, c'est voilà, l'ordre, c'est ça. Mais l'enfant, lui, il adopte. Il s'est dit, si papa le fait, c'est la manière. Si vous avez une fille aussi et que vous lui montrez que oui, il faut tout faire, il faut qu'on te laisse tout parce que c'est la fille, c'est l'amour. Mais quand elle va rencontrer quelqu'un, elle va se dire, bon, un homme, il va tout donner, c'est la gentillesse, etc. Donc, ça devient des critères pour elle, en fait. Ouais, c'est des critères qu'on fait. Et c'est pourquoi je dis souvent dans un de mes textes, je disais aux gens, il faut pas confondre l'amour et l'éducation. Il faut pas confondre, non, c'est deux choses différentes. C'est deux choses absolument différentes quand on est papa. Voilà, je l'ai dit aux gens, ça je l'ai toujours, même ma fille, je le dis souvent à ma fille, parce que là on vit ensemble, je dis, ce n'est pas un plaisir pour un père de rabrouer sa fille, ou de faire des commentaires négatifs, ou d'être dur sur l'éducation. Non, c'est pas un plaisir. Qui a envie de faire pleurer sa fille, de lui dire, va prendre ta douche, range ta chambre, etc. Là. Non, personne, aucun père. Mais, si vous mettez dans une position d'amour, vous n'allez rien faire. C'est comme ça, en fait. Et l'amour et l'éducation ne sont pas compatibles.
Ça marche même pas, en fait. Je pense que ça sera le titre de... Voilà. Oui, l'amour et l'éducation ne sont pas compatibles. Nous, nos parents nous ont bien éduqués parce qu'ils mettaient l'amour de côté et ils nous éduquaient dans les normes. On te dit, tu manges un repas, tu finis ton repas, tu laisses pas un grain de riz. C'est comme ça. On dit pas que oui, parce que tu viens de France, non, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est construit. Mais si vous mettez l'amour devant les choses, mais vous n'avez plus de discernement. Votre enfant va rater à 20h. Ah, papa, j'ai fait ça, bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est ma fille. Non, l'amour, c'est autre chose. Et je dis souvent aux gens, l'amour, c'est normal, c'est humain. Quand on est déjà un papa ou une maman, on n'a pas besoin de démontrer l'amour à ses enfants. Moi, pour ça, là, c'est une question européenne. Mais en Afrique, on n'a pas besoin. Parce qu'avoir un enfant, déjà, là, c'est un acte d'amour. Ça, c'est la base. Parce que c'est pas permis à tout le monde de garder parce qu'il prend un enfant, le nourrir, manger, tout ça, là, c'est un acte d'amour. Moi, j'ai dit aux gens, voilà, même nos femmes au village, tu mets ta femme au dos, c'est un acte d'amour. Ce qui est compliqué, c'est l'éducation. Et l'éducation, l'amour, c'est pas compatible. C'est simple que ça. Voilà. C'est comme je disais aux gens, j'ai dit, l'argent et puis la discipline, c'est pas compatible. Si vous mettez un policier, vous mettez l'argent, la discipline, c'est pas compatible. Si vous voulez être un policier, voilà, il n'y a pas d'argent, monsieur, feu rouge, tac, tac, c'est fini. Mais dès que vous mettez l'argent dessus, ça corrompt. C'est comme l'amour corrompt l'éducation. Si vous avez des enfants que vous pensez que vous allez trop les aimer, mais ces enfants qui viennent après des fois un problème, parce qu'ils ont tout. Ils n'ont pas de remontrances, il n'y a pas de barrières. Et puis quand ils sortent, voilà, tout explose. Donc, il faut faire la part des choses. Et nous, on le faisait très bien à l'époque. Les parents, ils étaient durs, mais la dureté n'était pas, le fait, c'était pas un manque d'amour. Ils avaient compris que l'amour ne devait pas être quelque chose qui allait noyer l'éducation. Parce que si vous mettez trop d'amour, ça va l'éducation. Voilà. De toute façon, je pense que dans notre génération, plus les gens grandissent, ça c'est drôle, les gens se rendent compte qu'en fait, les parents les aimaient beaucoup. Et plus un parent t'aime, plus il va être dur avec toi. Mais avant, on comprenait pas. On dit, mais pourquoi est-ce que la mère, le papa, il est dur? Mais moi, plus j'ai grandi, j'ai dit, mais, moi-même, crier sur un enfant, mais ça vous, même frapper un enfant, j'ai dit, mais ça donne de la peine. Mais quand un papa prend une chicotte, il tape quelqu'un, il dit, le papa, il est dur, il n'aime pas. Mais non. Mais après, on se rend compte que, mais c'est tellement douloureux de le faire. Il a compris que l'amour et l'éducation, mais lui le fait. Et nous, maintenant, on se dit, oui, il faut aimer les enfants. Oui, il faut aimer les enfants. Mais j'ai dit, l'amour d'un enfant que vous avez pour un enfant, c'est votre amour. Ça va pas l'amener à étudier. Ça va pas l'amener à être honnête. Ça va pas l'amener à être intelligent. Ça n'a rien à voir. Par contre, l'éducation l'amène à étudier, à être intelligent, à bien se comporter et puis avoir des valeurs. Donc, il faut faire le choix. Est-ce qu'on aime les gens pour qu'ils restent, je vais dire, à un niveau bas, ou on les éduque pour qu'ils s'élèvent? Est-ce qu'il existe des difficultés aujourd'hui auxquelles les pères, les nouveaux papas sont confrontés qui n'existaient pas bien avant? Oui, non, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de difficultés. Bon, déjà, il y a beaucoup de papas qui sont célibataires, qui éduquent chez les enfants. De deux, les sphères de la communication ont changé. Moi, souvent, je l'ai dit à ma fille, j'ai dit, mais je suis pas ton camarade. Je l'ai pas dit à mon fils, j'ai dit, mais je suis pas ton ami. Mais à l'époque, j'ai dit aux gens, nous, nos parents, les échanges n'étaient pas aussi fréquents. Voilà, j'ai dit souvent à des gens, quand vous rentrez chez vous, vous avez la télévision, voilà, votre fille est là, votre enfant est là, il a la télévision et il change pas. Des fois, vous êtes incapable de changer la télévision parce que l'enfant est devenu le nouveau, je vais dire, patron de la maison. Mais à notre époque, quand notre père rentrait au salon, nous, on s'élevait déjà même d'abord, on s'élevait déjà du salon et on n'a pas le droit. Voilà, c'est comme ça en fait. Mais après, comme je dis aux gens, les années changent, les gens changent. Mais le problème que nous on a en tant qu'Africains, c'est qu'on oublie que dans des pays comme le Japon, la Chine, les années changent, mais les cultures ne changent pas. Et moi, c'est ce que j'ai dit aux gens, c'est ça, les cultures ne changent pas au Japon, respect des vieux, des aînés, etc. En Chine, c'est pareil. Les valeurs sont restées intactes. Les valeurs sont restées. Mais nous, on a l'impression qu'on veut des Européens. Mais même les Européens, j'ai dit aux gens, à la télé, ce que vous voyez n'est pas toujours ça. Il y a dans les villages, les gens gardent. Et nous, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à gérer ça. Voilà, j'ai dit aux gens, c'est bien d'être ouvert. Mais il faut toujours établir le rôle. Moi, j'ai toujours dit, un papa est un papa. Une maman est une maman. Un jour, je m'appelle, c'est ma fille qui m'a dit ça, je crois, cette parole-là, il y a très longtemps, je crois, elle a 5 ans. Elle m'a dit, les papas sont pas des mamans. Ma fille, elle a 5 ans, elle m'a dit ça un jour, parce que elle voulait que je devais faire de la bouillie, un truc comme ça. Elle m'a dit, oui, et puis j'avais des problèmes. Elle me dit, les papas sont pas des mamans. Et moi, je l'ai mis dans mes livres, j'ai dit, oui, ma fille me dit, les papas sont pas des mamans. C'est vrai qu'un papa peut pas être une maman. Ça, c'est vrai. Parce qu'elle pouvait tout faire, voilà, l'alléger, l'habiller, mais il n'y a pas le même sentiment.
Voilà. Et les rôles sont différents. Les rôles sont différents. Mais maintenant, j'ai dit aux gens, quand on vit dans des familles, qu'on soit célibataire ou recomposé, il faut rétablir les rôles. Parce que si vous laissez aux enfants le rôle des parents, parce que je vois des familles, c'est l'enfant qui décide qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, à quelle heure il dort. J'ai dit, mais si l'enfant commence à décider, ben l'enfant, il prend la position, c'est comme ça. Ouais. Voilà, l'enfant, il prend la position du dominant. Et vous devenez mes exécutants. Ah, je veux manger ça, je veux ceci, je veux cela. J'ai dit, il faut pas confondre l'éducation et puis la gestion des enfants. Non, 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 il faut faire la part des choses. L'éducation, c'est comment vous l'amenez à évoluer. La gestion de la maison, c'est pas l'enfant qui décide. Moi, je sais pas, là où j'ai grandi, c'est pas moi qui décide ce que j'ai mangé à midi. Je suis désolé. Ouais. Voilà. Je me rappelle, même maman m'a dit ça une fois dans les d'autres. Moi, je peux pas manger un plat, le gnagna. Je détestais le gnagna. Ma mère a fait le gnagna pendant une semaine. Voilà, pour que je puisse manger. Voilà, parce qu'après, elle m'a dit, mais tu vas aller un jour ailleurs. Tu vas arriver, il y a que ça à manger. Tu vas dire que je mange pas ceci. Mais ça, c'est l'éducation. Ouais. On t'amène. Mais maintenant, aller dans les familles, c'est l'enfant qui décide à quelle heure il mange. Peu de parents mangent les enfants. Moi, ça m'est arrivé, et ça a chanté corriger ça depuis longtemps. J'ai dit, mais l'égoïsme vient de là, hein, où on sait les enfants chacun individuellement. Avant, on mangeait ensemble. Ouais, maintenant, vous avez 2 enfants, ils sont même à 2 ans. Le petit mange à côté, chacun, voilà ton biscuit, voilà ton yaourt. Et chacun fait des pas. Et le papa, il mange à 1 heure, la maman, et il n'y a plus ça. Et vous pensez que ces différentes actions peuvent conditionner les enfants? Oui, non, mais ça conditionne énormément parce que c'est comme si chacun vit de façon indépendante. C'est comme c'est ma chambre, je dors seul, je mange à quelle heure je veux, je mange ici. Ben, pourquoi est-ce qu'on aura une interaction? Mais quand il y a un repas dès le déjeuner à 8 heures, nous deux, que tout le monde doit être là, on est là. À midi, on est là. Il y a des règles. Voilà. Maintenant, quand il y a pas de règles, en fait, à la maison. Tout le monde se laisse. Et puis après, on vit ensemble, mais sans être ensemble. Mais avant, quand on vous dit midi, c'est l'heure de manger, vous êtes je sais pas, vous venez, vous savez que voilà, c'est la diligence, vous ratez la diligence, et ça crée des liens. Même s'il y a des histoires sur le plat, tout ça. Ouais. Mais ça crée des liens. Voilà. Si vous avez été coulé le grand frère, vous savez que bon, en dans la viande, il va vous aider. Donc, mais maintenant, vous arrivez, il y a 4-5 enfants dans la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Madame dit non, moi, je suis en régime, je mange salade. Monsieur dit bon, moi, je mange braisé. Les enfants, moi, je mange hamburger. C'est pas mauvais, mais ça casse les liens. Et après, on dit aux gens, on vit plus en famille, en fait. On vit en groupe dans des maisons. Ça fait pas des choses, quoi. Voilà. On n'est pas en famille, on est en groupe. Voilà. C'est un peu comme le couple, il y a des couples qui vivent, bon, pareil, ils sont pas en couple, mais ils sont en coopérative financière. Ouais. Voilà. On paye la maison ensemble, bon, on se voit 1 fois, 2 fois, chacun prend sa route, chacun sa voiture, mais on vit pas ensemble. On marche pas ensemble. Et ça, ici, c'est fréquent. Bon, les gens, ils font pas les courses ensemble. À Abidjan, souvent, ils font pas les courses. Vous voyez réellement les couples marcher ensemble, aller au cinéma, aller au marché. Ouais. Chacun a sa vie en parallèle. On se rassemble. Ça, c'est dangereux. Et les enfants, c'est pareil. Si vous créez pas cette relation, vous dites, il y a des choses à faire ensemble. Le matin, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. L'enfant, après un moment, il prend son autonomie. Donc, c'est pas à 16 ans, 18 ans, vous allez lui demander, on va manger ensemble. Il n'est pas autonome. Tu le rends autonome. Ouais. Et maintenant, il va être autonome. Et puis, tu vas lui demander de venir s'asseoir à toi. Il vit dans ta maison, mais vous n'êtes pas une famille. Wow. Je crois que ce que vous venez de partager, c'est assez fort et ça pousse beaucoup à la réflexion. On vit dans les groupes, mais pas en famille. Ça, c'est assez fou. Mais je vais dire, c'est un peu la nouvelle tendance même, je vais dire, africaine. Okay. Parce qu'on a très mal fait, on a mal fait, je vais dire quoi, la jonction, en fait. Okay. C'est vraiment psychologique. On vivait beaucoup en groupe. Moi, je m'appelle. On vivait beaucoup, on dormait ensemble dans des chambres à l'époque, une chambre comme ça, vous avez quoi, 3, 4 frères. Et maintenant, tout le monde a tendance à vivre seul. Voilà. On partageait ce qu'on avait, on mangeait ensemble. Maintenant, les gens ont tendance à vivre seuls. Sinon, qu'est-ce qui a créé ça? Non, mais c'est un peu le monde occidental dans lequel on veut évoluer. Je prends l'exemple. Prenez quelqu'un qui construit sa maison, un jeune cadre. Il construit sa maison, il a 2 enfants, il dit, voici la chambre de tel enfant, voici la chambre de l'autre enfant. Il dit pas, j'ai fait une chambre pour les enfants. Mais nous, à l'époque, on fait une chambre, on dit, voici la chambre des enfants. On est à 4 dedans. Il y avait la chambre des garçons, la chambre des filles. Et ça mettait quand même plus d'ambiance parce qu'on pouvait jouer, on pouvait, c'était ça. Mais maintenant, s'il a 5 enfants, il fait 5 chambres. Chacun sa chambre. Oui. Voilà. Quand on fait les achats, on dit, voilà pour l'autre, voilà ce que lui voit. Et ça commence déjà dans la conception, déjà. Même avant de construire la maison, psychologiquement, c'est déjà. Mais psychologiquement, et c'est comme ça maintenant. Et on crée tout pour les individus, en fait. C'est-à-dire, on n'est plus dans la question de famille. On crée, l'enfant est un individu, voilà son truc.
voilà ce que lui mange, le Voilà son docteur a dit ça, environnement. lui il mange ça, il mange pas ceci. Mais avant, même un enfant, moi je me rappelle de 6 mois, on fait du foutu de banane, l'enfant il mange du foutu de banane, hein. Et croyez-moi, on n'en est pas mort. Mais maintenant, lui il boit que du lait, lui il boit du lait allégé, lui, donc du coup, tous ces systèmes font que ça fait de la consommation. Vous avez dans des frigos de famille, chacun a à ce qu'il mange, en fait, à son tiroir, où est-ce qu'il mange, etc. Et quand on arrive à créer tout ça, comme je l'ai dit, on vit plus, en fait, en famille, quoi. On est en groupe, mais il n'y a pas de chef. Parce que l'enfant commande à la puisque c'est ce servante, qu'il veut. ce qu'il veut manger. Et madame fait ses choses, et puis on vit en groupe. Et après ça, le problème, c'est pas, mais là, c'est quand l'enfant devient majeur, 16 ans, on va dire 18 ans. C'est là Et que puis ça on s'est commence. dit, bon, l'enfant, il n'obéit à personne. Mais les valeurs qu'il va avoir, c'est pas vos valeurs. Parce que sur Internet, sur les réseaux sociaux, il lit d'autres valeurs, il lit d'autres choses. Il se rend compte que, bon, tout ce que vous apportez là, c'est juste le gîte, la nourriture. Mais pour le reste, il n'a pas besoin de vous. Ah, parce que là, c'est fort. Là, on tire à la fin, parce qu'on a la dernière carte. Ici. Je suis le même rôle, mais je ne me joue jamais pareil. Je change avec le temps, avec l'expérience, avec l'époque. On m'évite différemment à chaque enfant. Qui suis-je? Ah, vous avez deux déclarations sont terribles. Hein. Je suis le même rôle, mais je ne suis jamais pareil. Je change avec le temps, avec l'expérience, avec l'époque. On m'évite différemment à chaque enfant. Qui suis-je? Un papa? Ouais. Ah, bon. Ok, là, vous avez trouvé. Ok. Je pense que ça sera la dernière question. Qu'est-ce que la paternité t'a appris? Ça c'est. Oula, ça c'est une question. Moi, la paternité m'a appris à être calme, à être sage. J'ai eu mon premier fils à 25 ans. J'étais étudiant, j'avais fait ma maîtrise. J'étais très bouillant. Et mon fils m'a appris à être responsable. Parce que vous avez un enfant, il faut travailler, voilà, il faut prendre une maison et tout ça. Donc, ça m'a appris à être responsable. Ma fille, par contre, m'a appris à être sage. Parce que je l'ai eu, et après, je l'ai eu, et puis bon, j'ai eu à la garder seule. À partir de 3 ans, ça m'a appris la patience. La patience, vraiment, ouais, terrible, quoi. Voilà, apporter les couches, et en plus, j'ai travaillé beaucoup. Fallait la déposer à la garderie, la reprendre jusqu'à l'école, quoi, à la maternelle, le matin, tresser ses cheveux, la déposer. J'étais le seul papa qui partait la déposer à l'école, avec que les femmes, à la maternelle, aller la chercher à 16 Et heures. comment tu vivais ces moments? Non, au départ, bon, c'est un peu compliqué. Au départ, j'avoue qu'au départ, c'est compliqué parce que bon, quand on travaille, parce que moi, je travaillais beaucoup, je voyageais beaucoup, c'est très compliqué. À deux dans une maison, c'est-à-dire même pas des servantes, c'est très compliqué. Voilà. Mais après, ça m'a permis aussi d'être très relax parce que je me rappelle des moments où le matin, on partait à l'école ensemble, on marchait. J'avais pas 10 minutes, parce que l'école n'est pas loin chez moi, 5 minutes, je pense. On marchait, puis on discutait, ça va, tu as bien dormi. Et je la déposais, je venais me changer pour aller travailler. Et je dois m'assurer de rentrer avant 16 heures. Ça veut dire, je suis à Benzenville, je vais à Abidjan, à 14 heures, des rendez-vous. Et je lui dis à mes clients, écoutez, à partir de maintenant, moi, je suis là de 10 heures jusqu'à 14 heures. Donc, quand je quitte chez moi à 8 heures, le temps de travailler, à 14 heures, quelle que soit la réunion, je dois rentrer chercher ma fille. Et après, ça m'a appris à être patient. Est-ce que vous avez connu des moments assez difficiles à cette période-là? Ben oui, c'était difficile. Vous avez une fille, de 4 ans, 5 ans chez vous. Ça veut dire que pas de fête, pas d'alcool. Je peux pas boire d'alcool parce que je ne pète pas. Voilà, parce que vous êtes à deux dans l'appartement. Si vous buvez de l'alcool, que vous êtes ivre, qu'il y a un problème. Donc moi, j'ai arrêté pendant 3 ans comme ça. Pas d'alcool chez moi. Je sortais pas le soir, puisque une fille de 4 ans, 5 ans dort. Vous allez faire quoi le soir? Vous pouvez pas sortir. Donc je sortais pas de chez moi. Et ça m'a appris à être calme, patient. Mais après aussi, c'est une belle leçon de vie. Et le regard des autres en cette période, comment tu vivais ça? Non, le regard, j'ai pas trop eu parce que bon, ceux qui savaient parce que la plupart de mes clients, je leur ai dit que voilà, j'avais une situation comme ça. Mais bon, il y a eu beaucoup d'admiration, beaucoup d'incompréhension parce qu'ils se disent bon, ouais, mais tu es seul à ta fille, point de servante. Mais à ce moment, j'avais pas besoin de pas une nounou parce que j'avais pas envie. J'avais envie d'avoir ce. Non, parce que après aussi, il faut dire, je pense que les nounous aident. Mais des fois, moi, je pense que ça permet aussi la relation entre les enfants, ça permet aussi de renforcer. Et moi, après, là, je l'ai toujours. On me dit, ah, mais ta fille est proche de toi. Je dis, mais c'est parce qu'il y a un parcours.
y a un parcours. Et puis, il y a aussi beaucoup de joie. Il y a beaucoup de choses que tu découvres. Parce que quand vous êtes un jeune, je sais pas, vous êtes un jeune gars, voilà, qui bouge, et que le matin, vous devez habiller votre fille, faire la bouillie, et préparer la trousse pour la maternelle, la tremper, la soulever, la déposer, revenir. Mais ça vous fait voir la vie autrement. Et moi, ça m'a fait grandir de l'intérieur, ça m'a appris aussi à baisser mon rythme. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, mon fils était à Abidjan, 8 ans, 9 ans. Quand j'arrivais, mais je le voyais en 1 heure, j'étais parti. Je ne prenais même pas même 2 heures ou 4 heures. Je venais, je le voyais 1 heure, bah, ça va, tac, tac, je suis parti. Mais avec ma fille, j'ai compris qu'en fait, c'est le moment que j'ai raté. Donc, du coup, j'ai appris à me calmer, à être calme, en faisant un chignon, en cherchant une pirogue, voilà, en faisant des toasts, tout ça, ça m'a appris de la patience. Et puis, je ne les regrette pas, en fait. Ça m'a appris aussi à comprendre qu'en fait, ce que je recherchais dans la vie, parce qu'à un moment, bon, on veut travailler, tout ça, j'ai vu en fait qu'il y a des choses qui n'étaient pas plus importantes. Et moi, je ne regrette pas du tout. Voilà. Et même souvent, je disais à mes amis que j'allais mettre mon passeport père au foyer. Parce qu'à un moment, j'étais un peu au foyer. Voilà. Et c'est là que tu comprends aussi que c'est pas évident d'être une femme au foyer parce que c'est beaucoup de choses à gérer, quoi. C'est beaucoup de choses à gérer. Mais, j'avoue que humainement, ça fait grandir, ça fait grandir, ça fait réfléchir. Et puis, ça te montre aussi, la priorité de la vie, quoi. Moi, je pense que la priorité de la vie, comme c'est d'être heureux, quoi. C'est pas forcément c'est vrai que voilà, de voyager, de faire. Avant, c'était ça le truc, voyager, tout ça. Mais je me suis dit, mais peut-être que Dieu m'a fait comprendre ça, mais j'ai compris qu'il y a plus de joie à éduquer un enfant, à être en phase, qu'à peut-être aller rencontrer 10 000 personnes dans le monde entier. On suppose que peut-être dans 10, 20, 25 ans, votre fille tombe sur cette vidéo. Et vous devez lui parler. Qu'est-ce que vous avez dit? Ouais, ça, peut-être on va rigoler. Il y a quelques jours, elle vient de me lire, elle me dit, ah, tu es poète. Donc, moi, j'étais mort de rire. Je dis, bon, elle me dit, ah, elle dit, tu fais des rimes, tout ça. Donc, c'est un peu ma vie, quoi. Et je lui dis, mais oui, bon, parce que des fois, je dis, bon, je passe là-dessus parce que je veux pas, mais, je pense que bon, elle va rigoler parce que il y a beaucoup d'aventures. Il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup de choses. Ben, je l'ai dit aux gens, il faut pas se prendre la tête. Je pense que la base des choses c'est simple. Voilà, c'est l'amour et puis l'éducation. L'amour, c'est ce qu'on donne parce que bon, la personne doit sentir que voilà, quand on fait les choses, on donne. Comme on dit chez nous, quand vous mangez un chocolat avec votre fille, le dernier carreau, vous laissez ça à votre enfant, vous n'allez pas. Voilà, ça c'est de l'amour. Voilà. Après l'éducation, c'est ce qui n'est pas intéressant pour l'enfant, mais l'enfant même comprend et il faut le faire comprendre à l'enfant. Moi, j'ai dit à ma fille, si tu penses que je suis dur, tu verras que moi, j'essaie de t'éduquer pour que si je suis pas là, tu puisses vivre sans moi. Ça, c'est mon challenge. Pour que tu puisses vivre avec des valeurs. Donc, je pense que si elle tombe dessus un jour, ben, elle va rigoler, elle va se dire, bon, voilà, mon père était un mec drôle. Moi, c'est ce que je veux qu'elle retienne, quoi. Ok. Ouais. J'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir accepté de passer dans ma vie de papa. En tout cas, vous avez partagé beaucoup d'expériences qui vont faire du bien. Je pense que qui vont faire du bien à plusieurs papas. Et nous sommes déjà à la fin. Okay. À force de vous écouter, j'ai même pas envie de conclure cet échange-là. Et si vous devez donner peut-être un conseil ou bien un mot à un papa. Le conseil que je vais donner, j'ai lu récemment, ça m'a fait rigoler. Quelqu'un disait, choisissez bien les gens avec qui vous allez avoir des enfants. J'ai lu ça quelque part dans la semaine. Oui, ça m'a fait rigoler et il dit, choisissez bien les femmes avec qui vous allez avoir des enfants. Voilà. Parce que ça va être très important. Deuxième chose, la communication pour moi, c'est important avec les enfants. Quand on dit on n'a pas le temps, moi je le disais à l'époque, j'ai dit c'est un faux problème. C'est un faux problème. Parce que quand vous avez un souci avec un enfant, même avec des réunions de haut niveau, vous dites que mon enfant est malade, personne ne vous retient. Ouais. Personne ne vous retient. Moi, c'est m'arrivé. On peut t'obliger même à... On peut pas même te retenir même. Ils vont te dire, va, c'est mieux, va. Voilà. Si vous êtes en réunion même d'affaires, que vous dites que oui, mon fils est malade, mais je connais pas quelqu'un qui a vous dit, oui, il faut rester. On vous dit partez. Donc, je dis ne pas avoir le temps. Ça ne veut rien dire. C'est vraiment, pour moi, c'est absurde. C'est une question d'organisation. Il faut donner du temps aux enfants. Le temps, c'est pas le volume, c'est la qualité. Il faut pouvoir donner du temps. Et moi, je remarque, et ça c'est personnel à Abidjan, qu'on donne très peu de temps aux enfants. Moi, je vois très peu de parents discuter les enfants. Discuter, voilà, même des choses simples.
Moi, dernièrement, j'étais ma fille, je lui faisais écouter des trucs, quoi, Bob Marley, tout ça, Sankara. Elle dit, ah, mais c'est qui ça? J'ai dit, mais t'as un t-shirt? Elle dit, je sais pas c'est qui c'est. Je lui explique. Elle dit, ah, ok. Je lui fais écouter des chanteurs reggae. Elle dit, c'est quoi ça? Rastafari, ça veut dire quoi? Je lui explique. Pourtant, elle est plutôt manga. Mais si vous n'avez pas le temps pour vos enfants, pour lui montrer les choses, mais qui va lui montrer? Le rôle d'un papa ou bien d'une maman, c'est pas juste de donner à manger aux enfants, les mettre dans une maison. Non, même les animaux, ils font pas ça. Hein. J'ai dit ça aux gens. Les animaux, ils font pas ça. Hein. Ouais. Ils mettent les petits au monde, ils les abritent, mais ils leur apprennent la vie. Hein. Ouais, voilà comment on nage, voilà comment on chasse, voilà comment on se cache. Donc, on peut pas se dire que oui, faire des enfants, c'est juste on a fait une bonne école, on a payé à manger et puis on est tout en dehors. Ouais. Et je remarque que beaucoup de gens, ça c'est ma main personnelle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ne passent pas le temps les enfants. Je vois très peu de parents dehors les enfants. Moi, j'en vois très peu qui marchent avec les enfants au supermarché. J'en vois très, très peu. Voilà. Voilà. Les enfants sont contents à la maison. Donc, moi, il faut laisser le temps. Et puis, la troisième chose, ça, c'est le plus important. Il faut surtout faire la différence entre l'amour et puis l'éducation. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. L'amour, c'est, si un enfant, vous l'aimez déjà. Donc, vous n'avez rien à démontrer. Maintenant, l'éducation, c'est ce qui est compliqué. Comment dire non à un enfant? Voilà. Il va vous détester. Comment lui apprendre à être propre? Il va pas détester parce que c'est normal. Comment lui apprendre à être généreux? Ah, il va pas aimer. À être honnête, etc. Mais c'est en observant l'enfant qu'on voit les défauts et qu'on le corrige. Donc, si vous n'êtes pas là, comment vous allez savoir les problèmes de votre enfant? Si vous ne lisez pas, vous ne voyez pas ses cahiers, vous ne voyez pas son écriture, vous ne voyez pas son téléphone, vous ne visitez pas sa chambre, partez pas vous mettre là-bas, genre, 10 minutes dormir pour voir qu'est-ce qu'elle ressent dans son lit, ou bien qu'est-ce qu'elle dans son lit. Comment est-ce que vous allez pouvoir lui, échanger? Ouais, je peux dire. Donc, il faut donner attention aux enfants, et puis il faut pas aussi oublier qu'on est africain, quoi. Ça, c'est une valeur, moi, je dis. Faut pas oublier qu'on est africain, qu'on peut pas établir des relations comme les autres à nos enfants, parce que ça ne marche pas. Moi, jusqu'à présent, avec ma mère, voilà, j'ai 48 ans, avec ma mère, quand j'arrive, j'ai encore le besoin de comprendre ma maman. Pour finir, je crois, je m'étais stressé il y a quelques mois, j'étais en famille, je me mets une casquette pendant 3 jours. Parce que ma mère déteste qu'on se stresse. J'ai mis ma casquette pendant 3 jours. Et les gens étaient morts de rire, j'ai mis ça sur Facebook. J'ai dit, vous voyez, même à 48 ans, devant ma mère, je mets une casquette juste par respect pour elle. Pas parce que j'ai peur d'elle, mais par respect. Parce qu'elle a dit, ah, j'aime pas ça, les garçons qui se stressent. Moi, ça me fait rigoler. Mais je dis, par respect pour elle, je mets la casquette pour ne pas qu'elle voit. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est un côté africain. Ça veut pas dire qu'on a peur. Et j'ai dit aux gens, il faut pas oublier ça. Il faut éduquer nos enfants. Mais il faut pas oublier qu'on est africain et il faut leur transmettre les valeurs. Non, je pense que c'est un mot de fin. Il faut transmettre les valeurs. Et surtout, ce qu'on doit retenir, c'est que l'amour et l'éducation ne sont pas compatibles. Voilà, merci encore à monsieur Lebel d'avoir accepté de passer dans ce podcast. Nous rappelons à toutes ces personnes qui nous suivent de s'abonner à nos différentes pages Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la page TikTok. Merci et rendez-vous pour le prochain épisode.